présenté par le notaire de la Chambre, Maître Vier. Et le thème abordé sera comment rendre son patrimoine immobilier plus liquide, donc tout ce qui touche les viagers, les ventes en nue propriété. Bonne conférence à tous. Merci à vous. Voilà, donc au risque de paraître peut-être un peu simpliste, j'ai remis ici quelques sujets qu'on traite couramment. Donc bien évidemment, les achats-ventes immobiliers, c'est une partie importante de notre travail. On travaille aussi dans le domaine de la copropriété pour des refontes de règlements de copropriété ou des ventes de parties communes, notamment quand il y a eu des empiètements sur des parties communes ou que la copropriété se sépare de l'autre partie commune. On traite évidemment du PACS, du mariage, du concubinage, comme on parle aussi de la séparation des couples, c'est quotidien. Dans le sujet transmission, on a tout ce qui concerne les donations partage, et notamment aussi, on est souvent amené, et ça on le fait régulièrement, à faire des prêts familiaux et avec constaté par acte authentique, ce qui est un gage de sécurité, puisque un prêt pour être déductible dans le cadre d'une succession doit être enregistré et avoir date certaine. On s'occupe aussi d'organisation, c'est ce qu'on fait notamment en matière de succession, mais pas uniquement, pour organiser les patrimoines. D'ailleurs, le thème de ce jour rentre dans cette organisation patrimoniale, dans ce thème plus vaste qu'est l'organisation patrimoniale. Et la prévoyance, ça peut être effectivement aussi le recours à la mise en place d'assurances décès, par exemple, pour sécuriser des positions. Succession, sortie d'indivision partage, c'est un petit package. Mais tout ça va ensemble et on en traite aussi quotidiennement. Et moi-même à l'étude, je m'occupe aussi de l'organisation patrimoniale et je fais des audits patrimoniaux pour mes clients. Voilà, en quelques mots, l'étendue de notre activité. Propriétaire immobilier, le chouchou de l'État, qui pense à lui tous les jours. Tous les jours et tout au long de l'année, c'est fantastique. Ça commence le 10 janvier pour se terminer au mois de décembre. Donc les initiales que j'ai mises là, vous les connaissez, IFI, IR, PS, c'est pas politique ça, TF, droit de mutation à titre gratuit, droit de mutation à titre onéreux et plus-value immobilière. Et puis bien sûr le DPE, parce qu'en fait le DPE c'est devenu la lutte, le dernier ennemi qu'on a trouvé c'est la passoire énergétique. Et donc le DPE, bah, c'est pas un impôt, mais ça va à peu près revenir au même coût qu'un impôt. Voilà. Et en fait, quand on additionne tous ces impôts, on s'aperçoit d'abord que sur des revenus fonciers, quand bien même le patrimoine est un peu conséquent, il ne reste pas grand-chose à la fin de l'année. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se produit? C'est que les années où les propriétaires fonciers font des travaux, ils ont moins d'impôts. Et comme ils ont fait des travaux, ils n'ont pas d'argent. Et les années où ils n'ont pas fait de travaux, ils payent de l'impôt, donc ils n'ont pas d'argent. Voilà. Et donc, au bout de 25 ans, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec un patrimoine 100% immobilier. Et là, on ne peut pas préparer la transmission, on ne peut pas faire des dépenses qu'on n'a pas prévues. Et en plus, on ne peut même plus donner parce que comme les biens ont été très sous-évalués à l'IFI, on n'ose plus rien bouger. Bon, autrement dit, si je vous sortais une paire de menottes, ce serait à peu près la même chose. On peut vendre. En général, ce n'est pas forcément la première chose qu'on peut choisir. On peut échanger. On peut échanger des droits de propriété avec de nue propriété, avec de l'usufruit. On peut échanger de l'usufruit contre la nue propriété. On peut échanger un bien qui rapporte contre un qui ne rapporte pas. Voilà. Convertir. Donc on peut aussi convertir un bien en une rente viagère. Ça peut être fait dans le cadre de la famille. Ça peut être fait par le biais de la vente viagère. On peut emprunter aussi. Emprunter, ça peut être un moyen de financer des projets. Alors, c'est pas toujours facile. Ça peut être un peu coûteux, mais si parfois on fait un emprunt pour payer les droits de donation, on peut malgré tout, au niveau du groupe familial, faire de belles économies. Voilà. Donc on n'y pense pas spontanément, mais ça peut être un moyen d'avoir cet aspect liquide dans le patrimoine. On peut aussi partager, quand il y a des indivisions, on est un peu coincé. Parfois partager, ça peut permettre à ceux qui ont besoin de liquidité d'avoir un patrimoine qui rapporte. Et puis de laisser le patrimoine qui coûte aux autres. Sur le papier, comme ça paraît facile. Et on peut aussi mettre en location des biens. Je rencontre souvent des clients qui ont des patrimoines qui ne sont pas loués. Voilà, alors parce que mauvaise expérience, parce que pas envie de faire des travaux, pour des tas de bonnes ou mauvaises raisons. Quand on envisage une action du style
Bon, majoritairement, en fait, ce dont je vais parler, c'est la vente en viager ou la vente de nue propriété. Quand on envisage une telle option, il faut d'abord faire un petit bilan pour cerner ce dont on dispose réellement. Donc c'est faire le tour du patrimoine, voir ce qui rapporte, voir ce qui ne rapporte pas, voir ce qui peut être monnayé, ce qui peut ne pas l'être, ce à quoi on tient, ce à quoi éventuellement les descendants ou les héritiers futurs tiennent, et parfois on peut être amené à arbitrer. Et il faut également chiffrer les dépenses, parce qu'en fait souvent il faut voir l'étape d'après, parce qu'en fait ça peut être un besoin de liquidité permanent, ça peut être un besoin de liquidité temporaire, il faut essayer de chiffrer tout ça pour déterminer finalement un besoin en capital pour plusieurs années. Parce que la difficulté des propriétaires de biens immobiliers, c'est qu'en fait, sur la durée, il y a un besoin de liquidité sur la durée. Donc il faut l'anticiper pour prendre la bonne action qui va permettre de tenir plusieurs années. Donc ça, c'est la première étape. Pour moi, c'est déterminer les besoins en capitaux. Et la deuxième étape fondamentale, c'est une analyse assez fine du patrimoine pour voir où est-ce qu'on va chercher les coûts fiscaux à réduire ou la pépite qui dort et qu'on n'a pas bien tout simplement loué, ou le local commercial qui n'a pas été bien traité au renouvellement et donc on ne tire pas le maximum. Voilà. Il y a parfois des ressources à l'intérieur même du patrimoine avant même de penser liquidité. Donc dans les sujets, il y a le viager. Donc le viager, on en parle beaucoup. Pas qu'en cinéma, pas qu'en droit. On en parle beaucoup. En fait, la définition du viager, je pense que je ne vous surprendrai pas, vous devez tous la connaître. Il s'agit de vendre un bien immobilier dont on conserve en général la jouissance, même s'il y a une variante qui consiste à faire du viager libre. Voilà. Le prix est converti en tout ou en partie en une rente viagère. C'est-à-dire que le prix peut être décomposé en un capital, le bouquet, et en une rente. Je vous détaillerai après quelques avantages et quelques inconvénients du viager. Bon, l'intérêt, c'est qu'effectivement, la rente est servie jusqu'au décès du crédit rentier. Donc, ça permet effectivement de s'assurer dans le long terme un revenu. Donc, les avantages de la vente en viager, toucher une rente, tout en continuant d'habiter chez soi, ce qui est quand même, en général, on va dire la préoccupation première. La préoccupation première, quand on n'a qu'un bien et qu'on le vend en viager, c'est de rester chez soi le plus longtemps possible. Ça peut être aussi de protéger son conjoint en cas de décès, puisqu'on peut stipuler dans la vente d'un bien que la rente sera réversible au profit du conjoint survivant. C'est aussi un moyen de sécuriser le survivant des époux, alors même que le décès entraînera une perte de revenus. Voilà, et c'est permet évidemment de toucher un capital qui peut permettre de financer soit son quotidien, soit d'autres opérations, du style donation, travaux. Parfois, j'ai souvent des clients qui me disent, qui me posent la question de savoir comment est-ce qu'ils pourraient aider leurs neveux, leurs nièces, etc., qui ont des études à financer. Bon, ça peut être le cas. Voilà. Sous l'angle fiscal, quand on vend la résidence principale, on n'a pas de plus-value. Ça, c'est toujours appréciable. Et l'impôt sur la fortune baisse d'autant puisque le crédit rentier, le vendeur, va déclarer la valeur de son droit d'usage. Le problème du viager, c'est que c'est quand même irréversible. Le bien est vendu, il n'y a pas de marche arrière. La deuxième chose, c'est que pour moi, c'est l'essence même du viager, mais il y a une précarisation qui s'installe dans la mesure où quelqu'un qui a vendu en viager ne peut plus déménager. Puisqu'en fait, le principe du viager, c'est que c'est un droit d'occupation, et que ce droit d'occupation est perdu à partir du moment où on quitte le logement. Donc si une personne vend en viager et que 2 ans après, elle ne peut plus monter et accéder à son appartement parce qu'il y a un escalier, elle n'a plus grand-chose. Voilà. Donc pour moi, c'est une forme de précarité. Ça veut dire qu'il faut s'assurer au moment où on vend en viager que, en gros, c'est la dernière demeure. Parce que sinon, il n'y a pas... Enfin, la vente le principe de vendre en viager, j'ai un exemple tout à l'heure, je vous montrerai, c'est qu'on vend moins cher que la valeur libre. Forcément, puisqu'on a le droit de rester dans l'appartement toute sa vie durant. Mais donc ce droit, il a une valeur qui est supérieure à celle qu'on estime en matière de donation et de succession.
Donc le droit d'occupation évalué dans le cadre d'un viager est plus valorisé que dans le cadre d'une transmission par donation quand on évalue le droit d'usufruit. Voilà, donc c'est ce que je mets aussi sur le risque de décote du bien. Et je pense que c'est assez important d'appréhender ce risque d'être obligé quand même de quitter les lieux. C'est pas facile à appréhender, c'est pas monétaire, c'est il y a un instant T où je peux plus rester. J'ai pas grand chose à monnayer. Alors certes, on prévoit dans les actes une revalorisation de la rente, ou un complément de rente plus exactement, lorsque le crédit rentier quitte les lieux. Bon, donc là, ça 20%. Voilà. C'est pas forcément suffisant pour payer soit un loyer, soit une maison de retraite. Voilà. Et dans les inconvénients, on a quand même un risque. L'acquéreur peut être un risque, parce que si l'acquéreur ne paye pas la rente, là on est coincé. Alors on n'est pas complètement coincé, parce qu'en fait dans les actes, on prévoit des clauses de sauvegarde pour le vendeur. Et bon, il faut aller en justice pour. Donc c'est compliqué. Si la rente doit être une source de revenus importante pour le crédit rentier, on a un aléa sur la personne du débit rentier. Voilà. Et puis, il y a un autre aspect qui est fiscal, celui-là. La rente est fiscalisée. En fait, l'administration fiscale considère que quand vous vendez un bien et que vous touchez une rente, dans la rente, il y a un peu de revenus et un peu de capital. Et c'est pour ça que vous devez ajouter à votre revenu foncier, il y a un petit paragraphe dans les déclarations de revenus, pas foncier, pardon, impôt sur revenu, il y a un petit paragraphe, une petite case pour les rentes dites à titre onéreux. Et donc cette rente est taxée selon un barème que je vais. Comment est-ce que la rente se calcule? En fait, on a besoin de plusieurs critères pour calculer, en fait, plus que la rente, le prix de vente. Donc, il nous faut la valeur du bien libre, parce qu'on part toujours de la valeur du bien libre. Il faut connaître le taux de rendement du bien. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'acheteur d'un bien en viager, il se prive du revenu. Il se prive du revenu pendant X années. Donc en fait, le calcul de cette valeur de droit d'occupation, c'est le flux de revenus dégagé par le bien actualisé à la date de la vente. L'âge du crédit rentier ou son espérance de vie, puisqu'effectivement ce sont des critères de base. Il faut aussi prendre en compte le fait que la rente est réversible ou non. Et il faut déterminer donc le montant de la décote pour occupation. Donc je vous ai mis j'ai repris une annonce. Voilà. Que j'ai vue aujourd'hui. Donc là, il s'agit d'une maison qui est dans la région de Marseille, qui est vendue en viager occupé sur 2 têtes, monsieur a 80 ans et madame 74 ans. La valeur du bien libre, 669 000 €. La valeur occupée, 305 733 €. Voilà, même pas, 45,6%. Je l'ai marqué parce que c'est quand même assez... C'est une grosse décote. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'usufruit, donc, qui est un droit déjà plus large que le droit d'occupation, est évalué fiscalement à 30% entre 71 et 80 ans. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le droit d'occupation, qui est un droit moins extensif que le droit d'usufruit, est valorisé plus cher quand on le vend. Donc la décote est plus grosse, alors que si on donnait le même bien qui vaut 669 000 €, les donateurs ayant 80 et 74 ans, on ferait un abattement de 30% sur la valeur de la pleine propriété. Donner une idée du niveau de décote, cela est assez élevé quand même. Mais on est souvent sur des décotes qui sont entre 35 et 45-50% selon l'âge des vendeurs. Et je ne l'ai pas marqué là, mais la première chose, c'est de savoir si le bien qu'on veut vendre en viager, il est adapté au vieillissement. Parce que le pire, c'est d'être obligé de déménager quelques années après avoir vendu. Globalement, si je reprends mon exemple, au bout de 3 ans, il y a 300 000 € qui sont partis en fumée, quoi. Du simple fait d'une vente en viager qui n'était peut-être pas bien organisée. Donc la vente en nue propriété se rapproche un petit peu de la vente en viager. Elle consiste à vendre un bien immobilier dont le vendeur pourra soit occuper le bien, soit le mettre en location. Donc c'est quand même une souplesse qui est nettement supérieure au droit d'usage, puisque si on doit quitter le logement, on peut le mettre en location. Voilà. Donc, alors c'est un petit peu théorique quand même,
Parce qu'en réalité, quand on va en viager, c'est qu'on a besoin d'argent. Ou de revenus complémentaires. Parce qu'en réalité, le bien dans lequel on habite depuis un paquet d'années, il nécessite un petit rafraîchissement pour la mise en location. Donc, si on garde l'usufruit, certes, on se garde la possibilité de louer, mais en général, on n'a pas les moyens pour réinvestir, pour mettre en état le bien, pour le louer. Donc c'est un problème. En théorie, je trouve que c'est bien supérieur à un viager, puisqu'en fait, on limite tout le risque d'être obligé de quitter l'appartement sans contrepartie réelle. Donc moi, je trouve que c'est une très bonne... c'est très intéressant l'achat en nue-propriété côté acheteur, puisqu'en fait, côté acheteur, il faut quand même de temps en temps aller voir ce qui se passe côté acheteur. Il n'y a pas de risque locatif, parce que vous achetez un bien qui ne produit pas de revenus, puisque les revenus vont à l'usufruitier. Déjà, pas de problème de locataire qui ne paye pas, c'est pas votre sujet. Deuxièmement, il n'y a pas de gestion, puisque c'est l'usufruitier qui gère le bien. Jusqu'à une certaine période, l'ISF de l'époque, il n'y en avait pas. Alors maintenant, l'IFI se partage entre usufruit et propriétaire, usufruitier et propriétaire, mais c'est assez sécurisé, il n'y a pas de gestion, il n'y a pas de risque, c'est de la capitalisation pure en fait. Voilà. Donc côté vendeur, je reviens au vendeur, puisque c'est lui dont il s'agit aujourd'hui. Ce vendeur, soit il peut habiter le bien, soit il peut le mettre en location. Et l'autre chose qui est intéressant, c'est que le prix est payé en une fois. Il n'y a pas d'aléa sur l'espérance de vie, il n'y a pas d'aléa sur le fait que le débit-entier est un mauvais coucheur et un mauvais payeur. On sait ce qu'on a à vendre. La seule chose, c'est qu'on peut récupérer un appartement loué, au lieu d'avoir éventuellement un appartement qui, dans le cas d'un viager, serait libéré par le décès ou le départ du crédit entier. Donc, avantage de la nue-propriété, j'ai peut-être dévoilé un peu trop le sujet. Toucher un capital en une fois tout en continuant d'habiter ou de louer. Toujours la même chose, ça permet de toucher un capital pour mener d'autres opérations. Et sous l'angle fiscal, on a côté vendeur toujours les mêmes choses, absence de plus-value et baisse de l'IFI. Voilà. Et cette fois-ci, quand il s'agit de la vente de la résidence principale, on n'a pas de fiscalisation de la rente éventuelle. Donc les capitaux touchés sont nets de toute fiscalité s'agissant de la résidence principale. Non, alors je vais vous montrer voilà, un autre exemple. Voilà. Donc là, il s'agit d'un bien à Paris. Vente avec réserve d'usufruit. Les vendeurs ont 73 et 76 ans. Le bien libre vaut 1,9 million. Et l'offre, enfin, l'annonce que j'ai vue, le prix de vente était 1,132 400 ce qui fait une décote de 40,40%. En fait, en aucun cas, on est tenu par le barème. En fait, le barème dit de l'article 669 du Code général des impôts s'impose uniquement en matière de mutation à titre gratuit, c'est-à-dire donation, succession. Donc, pour mémoire, c'est un barème qui détermine la valeur du droit d'usufruit en fonction de l'âge de l'usufruitier. Il évolue de 10 points tous les 10 ans. Donc, entre 51 et 61 ans, le droit d'usufruit vaut 50%, c'est-à-dire la même chose qu'une propriété. Entre 61 et 61, on passe à 40%, puis 30, puis 20, puis 10. Donc là, on est sur une décote de 40%. En fait, la règle du jeu, alors, depuis 2018, les règles du jeu ont un petit peu changé en matière de démembrement de propriété et de taxation à l'IFI. Le principe, c'est que, vous allez comprendre, je vais plutôt partir des droits de mutation à titre gratuit. En donation, c'est l'usufruitier qui paye s'il se réserve l'usufruit. En succession, c'est le conjoint survivant usufruitier qui paye si il a le bénéfice d'un testament ou d'une donation entre époux. Si en revanche, c'est une disposition de la loi qui s'applique, donc usufruit légal, par exemple, à ce moment-là, le partage se fait entre l'usufruitier et le ou les nus propriétaires. Et en fait, c'est ce principe-là qui a été mis en œuvre pour tout ce qui est à titre onéreux, donc c'est partage de l'IFI entre le nu propriétaire et l'usufruitier ou l'occupant. Dans les arrangements, je fais une petite parenthèse avant de reprendre le cours de ma présentation, mais dans un style d'arrangement, quand on a une relation oncle-neveu, on peut très bien envisager une vente partielle suivie d'une donation dont les droits sont payés avec l'argent de la vente. Voilà. On peut faire des montages comme ça c'est pas...
J'ai un appartement, j'ai un neveu, mon appartement vaut 600 000 euros. Si je lui lègue à mon décès, il va payer 330 000, oui, 330 000 de droits. Bon, il va rester 270. Je ne parle pas des larges abattements de 7 950 euros. Donc il va rester 270 000, moins les frais. Bon, il va rester 250 000. Ça ne fait pas beaucoup. J'ai pas forcément les moyens de donner l'appartement. Parce que je pourrais donner l'appartement en nue propriété. Supposons que j'ai 82 ans, j'enlève 20% à mes 600 000, il reste 480 000. Et 480 000 à 55%, ça doit faire toujours 264 000 euros. Donc, il faut quand même que je sorte 264 000 euros si je veux le donner. C'est moins que 330. C'est déjà beaucoup moins. Bon, mais il faut les avoir. En revanche, ce qu'on peut envisager, c'est que le neveu achète la moitié de l'appartement, ou 40%, ce qu'on veut, 300 000 euros. Il emprunte pour ça, il fait remonter l'argent dans le patrimoine de l'oncle ou de la tante, qui peut après donner l'autre moitié, grâce au prix de vente. Voilà. Enfin, il y a des stratégies, il y en a plein. On a vu les avantages de la vente de nue propriété. Les inconvénients, ils sont à peu près les mêmes que dans une vente en viager. C'est irréversible, on aliène définitivement le bien. La seule chose, c'est qu'effectivement, on peut toujours le mettre en location. Il y a une décote, vous l'avez vu dans l'exemple que je vous ai montré, il y a une décote, elle est à peu près la même d'ailleurs. Il n'y a pas tellement de différence entre une décote droit d'occupation et une décote usufruit. Et pour le coup, quand on vend, on touche un capital, on ne touche pas une rente. Ça, c'était si on ne peut que toucher au bien immobilier, mais parfois, malgré tout, tous les patrimoines ne sont pas à 100% en immobilier. Il faut savoir qu'on peut sortir d'un plan d'épargne action en rente. Voilà. Je ne dis pas que c'est intéressant, mais je dis qu'il faut savoir que c'est possible. De la même manière, c'est possible sur un plan d'épargne retraite. Il existe des systèmes de viager financier, quand on veut convertir un capital en une rente. Bon, on peut le faire sur un bien immobilier, mais on peut le faire aussi sur un capital. On peut emprunter aussi pour couvrir les besoins ponctuels. Alors, je ne dis pas que c'est facile, mais c'est possible quand même. Quand il y a déjà des situations démembrées dans les familles, suite à une succession par exemple, et qu'il y a déjà un usufruit, on peut aussi transformer l'usufruit en rente viagère. Voilà. Vous pouvez très bien aller trouver votre neveu nu propriétaire par exemple, ou votre enfant nu propriétaire, et dire voilà, moi d'abord j'ai 85 ans, je veux plus gérer le truc, j'en ai marre, je veux juste une somme d'argent tous les mois. On convertit. Bon. Ça peut permettre de rendre un peu plus liquide le patrimoine. Oui, c'est ça. Donc la conversion d'un usufruit en rente viagère met fin au démembrement de propriété. Les choses simples, on peut mettre en location des biens qui ne sont pas, je l'ai déjà dit, et on peut aussi, mais c'est pas hyper courant, faire une donation avec la charge de verser une rente ou de prendre en charge les frais de vie d'une personne. C'est pas hyper courant, et là encore, le fisc veille au grain. Alors, la rente est indexée sur l'indice France entière, l'INSEE France entière, hors tabac, hors je sais pas quoi. Ça ne veut pas dire que le pouvoir d'achat est conservé. Mais il y a un mécanisme d'indexation automatique.